Je m'appelle Fabien Dvorak, je suis enseignant et chercheur à Lyon. Je voudrais vous présenter donc une conférence sur la neurodidactique de l'apprentissage du langage. Les récentes avancées des neurosciences présagent aujourd'hui une compréhension toujours plus fine des mécanismes cérébraux relatifs au langage. Didacticiens, pédagogues et neuroscientifiques doivent donc travailler ensemble avec l'objectif de cerner l'impact des méthodologies d'enseignement des langues étrangères sur les fonctions cérébrales. La complexité du langage est extraordinaire, que l'on évoque sa nature, sa conception, son expression, sa signification, ou ses relations avec la pensée et la conscience. Les progrès récents des neurosciences permettent d'explorer le fonctionnement intime de notre cerveau. Pourrait-on alors envisager l'impact sur nos fonctions cérébrales des diverses méthodologies utilisées par les didacticiens et les pédagogues pour l'enseignement des langues? Les neuroscientifiques disposent de méthodes radiologiques dynamiques qui montrent le cerveau et ses neurones en activité. On peut citer les potentiels évoqués, des techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, telles que la tomographie à émission de positons, et l'imagerie par résonance magnétique nucléaire fonctionnelle, IRMF. Une série d'images peut aussi matérialiser le fonctionnement cérébral en fonction des tâches effectuées. L'initiative motrice, les réactions à un stimulus, les perceptions sensitives, visuelles ou auditives, l'attention, la lecture, le calcul, le raisonnement, les pensées, les émotions, l'humeur, donc deviennent appréciables et quantifiables. Les mécanismes cérébraux du langage sont donc mieux connus et compris. L'imagerie cérébrale pourrait apporter une aide aux enseignants pour tenter de fonder une didactique des pratiques d'enseignement en classe. Des problématiques peuvent toutefois se dessiner. Quelles sont les activités d'enseignement-apprentissage qui permettent une exploitation optimale de toutes les facultés mentales? Peut-on évaluer scientifiquement ce qui est relevé parfois de l'approximation, du ressenti, de l'intuition? L'enseignement, face à un vaste choix de méthodes et d'approches pédagogiques, pourrait hésiter sur la meilleure sélection à opérer parmi les éléments didactiques proposés. L'apprenant est donc confronté au même problème s'il souhaite travailler en auto-apprentissage. Les diverses pédagogies utilisées peuvent différer par l'importance accordée à l'oral, au non-verbal, à la grammaire, à l'écrit, en donnant par exemple une place prépondérante à l'oral ou encore à la compréhension vers le transfert, vers l'écrit. Une autre problématique pourrait se poser aussi, la neurodidactique peut-elle évaluer l'importance des capacités de l'apprenant, telles que l'affirmation de soi, l'attention, la concentration, la réflexion, la mémorisation, la prise de conscience de l'apprentissage. De même, pour nos pratiques d'enseignant, créativité, simulation, suppression des inhibitions, appel à l'imagination, dramatisation, théâtralisation, la neurodidactique pourrait aussi donc réunir les neurosciences cognitives et la didactique de la langue étrangère seconde, et se pencher sur les problématiques de l'expression et de la compréhension orale et l'expression et la compréhension écrite. La gestuelle, les attitudes, la mimique sont indissociables de l'expression orale, car elles la complètent, ajoutent à sa signification et la renforcent. L'aire du Wernicke dans le cerveau traite la compréhension des mots entendus, l'organisation des phrases, de la grammaire et la syntaxe. L'écriture dériverait du langage gestuel, lui-même plus ancien que le langage oral. Elle traduit la pensée en mots, en leur donnant leur valeur symbolique et en les sélectionnant à partir du code lexical. Les phrases sont ensuite construites et leur signification déterminée à partir de plusieurs aires de l'hémisphère gauche. Chez les sujets maîtrisant la langue, les zones d'activation attribuées à la langue maternelle et à la langue étrangère seconde sont sensiblement les mêmes. Elles se recouvrent parfaitement et ne dépendent pas de l'âge d'acquisition. L'imagerie cérébrale a pu révéler que les éléments prosodiques, tels que durée, mélodie des sons, rythme, intonation, accent, etc., auraient une importance primordiale dans l'acquisition et l'apprentissage du langage. La prosodie nous permet de séparer les mots les uns des autres lors de l'audition d'une phrase. Son rôle est capital chez le très jeune enfant dont le cerveau doit différencier les mots. Il ne sait pas encore interpréter. De simples sons sans signification phonologique pour lui au début. Les relations prosodie, syntaxe, sémantique, pragmatique ont pu être définies grâce au potentiel évoqué. Ils ont prouvé que la prosodie, qui sollicite les mêmes circuits neuronaux que la musique, joue un rôle fondamental dans le traitement du langage, en particulier dans l'exploitation de la syntaxe. La prosodie est aussi intimement liée à la sémantique, et l'imagerie cérébrale montre les rôles majeurs de la fonction émotionnelle et de l'attention. La prosodie conditionne la pragmatique grâce aux paramètres acoustiques des mots, hauteur, intensité, durée, et provoque une focalisation du discours sur l'information nouvelle ou importante de la phrase.
Chez les apprenants débutants, les études de neuroimagerie ont pu montrer que l'apprentissage d'une langue étrangère devait privilégier l'oral, surtout s'il est associé à la mimique et au gestuel, en raison du rôle majeur de la prosodie. La découverte récente des neurones miroirs le confirmerait. L'observation d'un mouvement chez autrui stimule par mimétisme dans notre propre cerveau les mêmes circuits neuronaux que si nous avions nous-mêmes effectué le geste. Dans l'apprentissage du langage, cette notion serait capitale. Les méthodes didactiques qui activeraient les mêmes aires cérébrales que le langage oral spontané, en dehors de toute contrainte grammaticale ou écrite, seraient donc probablement les plus efficaces. D'autres problématiques se poseraient. À partir de quel niveau de maîtrise de la langue étudiée faudrait-il introduire l'apprentissage de l'écriture et de la grammaire? Une neurodidactique innovante nous paraîtrait ainsi très heuristique et pourrait nous éclairer sur le rôle des multiples facteurs qui peuvent conditionner la qualité des apprentissages. Les différents types de mémoire, la motivation, l'attention, le contexte émotionnel. Il devrait être possible d'améliorer la qualité des méthodologies en développant tel ou tel aspect de l'enseignement ou en proposant des approches nouvelles et inédites dans le cadre d'un programme pratique de français langue étrangère. Les progrès de l'informatique, les supports multimédia, CD, DVD, vidéos, films ou de l'intelligence artificielle pourraient apporter d'autres innovations. L'imagerie cérébrale ouvrirait aussi des perspectives fascinantes sur les relations du langage avec les fonctions dites supérieures, telles que la conscience, la pensée, l'esprit, la personnalité. S'il existe des systèmes rudimentaires de communication chez les animaux, l'utilisation de structures syntaxiques semble bien être l'apanage de l'espèce humaine. Seul Homo sapiens parvient à exprimer ses pensées avec précision par le biais de phrases. Le cerveau humain possède donc des architectures neuronales spécifiques qui permettent de représenter les structures de toutes les langues humaines. La formation des syntagmes, je rappelle que le syntagme est un constituant syntaxique et sémantique de la phrase, par le biais donc d'une opération de fusion et leur déplacement dans des structures hiérarchisées, sont des propriétés probablement universelles des langues humaines dont nous pouvons aujourd'hui commencer de décomposer les mécanismes cérébraux. Le cerveau humain ne s'arrête pas à la séquence superficielle de syllabes ou de mots, mais les recode en utilisant une hiérarchie d'arborescence enchâssée, les syntagmes. La notion de syntagme donc s'applique non seulement aux mots, mais aux groupes de mots, aux unités complexes de toute dimension et de toute espèce, les mots composés, les dérivés, membres de phrases, phrases entières. Ces idées sont reprises et étendues par Noam Chomsky, illustre linguiste, pour qui la propriété essentielle de la faculté de langage est l'infinité discrète, la capacité propre à l'espèce humaine de former des représentations symboliques en les enchâssant de façon récursive pour composer des objets de pensée de complexité arbitraire. Le langage est par essence un système à la fois digital et infini. À ma connaissance, aucun autre système biologique ne possède de telles propriétés, dit Chomsky. Face à la multiplication de règles ad hoc, propres à chaque langue, Chomsky, avec Luigi Rizzi, autre linguiste, a tenté d'identifier des principes universels, communs à toutes les langues du monde et des variations paramétriques minimales qui les distinguent. Les neurosciences, la question se pose, doivent-elles s'appuyer sur les postulats linguistiques? Il nous semble que leurs interactions seraient importantes pour des innovations pédagogiques. Il nous faudrait donc nous pencher sur les mécanismes cérébraux des opérations syntaxiques. L'existence d'une représentation arborescente et enchâssée des phrases peut-elle confirmer au niveau cérébral? Être confirmée donc? Quelles sont les aires cérébrales impliquées? Comment cette représentation est-elle codée au niveau neuronal? Comment est-elle calculée en temps réel lors de l'écoute d'une phrase? Historiquement, c'est la neuropsychologie, c'est-à-dire l'étude des conséquences des lésions cérébrales qui a permis les premières avancées dans la compréhension des mécanismes cérébraux des opérations linguistiques. L'IRM fonctionnelle contemporaine permet aujourd'hui d'identifier les réseaux du langage en quelques minutes. Par exemple, en contrastant l'écoute d'une langue connue et celle d'une langue inconnue, ou en examinant quelles aires cérébrales se synchronisent dans les cerveaux de deux personnes qui écoutent le même texte. Ainsi, l'architecture neurale est fixe et reproductible d'un individu à l'autre, mais leur développement est rapide et propre à l'espèce humaine. Des recherches récentes suggèrent que l'on peut parler d'un instinct du langage, avec Chomsky, qui permet aux très jeunes enfants de faire sienne n'importe quelle langue du monde. Dès la naissance, en effet, les bébés préfèrent écouter leur langue maternelle plutôt qu'une langue étrangère. À 2 mois, l'imagerie cérébrale montre que l'écoute de la langue maternelle active déjà un réseau spécifique de l'hémisphère gauche, proche de celui de l'adulte. La phonologie de la langue maternelle se stabilise aux alentours de 6 mois pour les voyelles et de 12 mois pour les consonnes. Dès 6 mois, les enfants comprennent des mots très fréquents, biberon, pied, manger et d'autres.
Vers la fin de la première année de vie, les enfants commencent à repérer et utiliser des mots grammaticaux. Dès 20 mois, lorsque l'enfant produit ses premiers syntagmes de 2 ou 3 mots, il en respecte la grammaire et les aires cérébrales activées au cours du traitement des phrases sont aujourd'hui connues dans leurs grandes lignes. De nombreuses régions du cortex montrent des préférences pour certains mots, y compris les nombres et les mesures physiques. Pour ce qui est de l'apprentissage de la lecture, langue première ou seconde, de nombreuses recherches soutiennent l'hypothèse du recyclage neuronal et l'importance des contraintes imposées par les circuits neuronaux préexistants et l'importance de la plasticité cérébrale et du rôle de l'automatisation. Les résultats expérimentaux doublés de recherches convergent aujourd'hui en psychologie de l'éducation et conduisent aussi à esquisser quelques recommandations pédagogiques pour souligner l'importance de l'apprentissage explicite du code alphabétique. Les correspondances graphème-phonème doivent être introduites au sein d'une progression rationnelle. Rappelons qu'au départ, l'existence même des phonèmes ne va pas de soi pour l'enfant, ou l'adulte non alphabétisé. La combinatoire des lettres et leur lecture dans l'ordre gauche-droite doivent être enseignées explicitement. L'apprentissage de la lecture gagne à être accompagné d'exercices d'écriture ou de tracer des lettres, en ajoutant un code moteur au lexique des lettres. Ces activités facilitent vraisemblablement la mémoire des correspondances graphème-phonème et elles réduisent également les confusions en miroir, par exemple entre le B et le D. Les mêmes problématiques existent dans la langue arabe. Enfin, si de nombreux travaux démontrent que l'enseignement du code graphophonologique est la meilleure stratégie pour parvenir rapidement à une bonne compréhension des mots, des phrases et des textes, il ne fait aucun doute que cette stratégie ne suffit pas. La connaissance de la structure des mots et des phrases constitue un vaste domaine de compétences essentiel à la lecture adulte et qui gagne à être enseigné explicitement à l'enfant. De nombreuses difficultés de l'orthographe du français s'expliquent par la morphologie, la racine du mot, préfixe, suffixe, terminaison grammaticale et d'autres, qui elle-même se déduit en partie de l'étymologie et de l'histoire de notre langue. Un des facteurs importants de l'apprentissage résiderait dans la consolidation. On appelle ainsi l'automatisation progressive des circuits qui sous-tendent un apprentissage. L'automatisation transfère les connaissances acquises du comportement conscient vers les circuits spécialisés et non conscients, libérant ainsi les ressources mentales pour de nouvelles tâches. L'attention est fortement mobilisée et les informations mémorisées sont traitées de façon explicite, consciente, séquentielle, avec effort. Progressivement, cette activité va se réduire, tandis qu'elle augmente dans certaines aires spécialisées des régions postérieures du cerveau. Dans le domaine de la lecture, par exemple, le déchiffrage initial de l'enfant se traduit par une augmentation linéaire du temps de lecture en fonction du nombre de lettres que contient un mot. À mesure que la lecture s'automatise, le temps de lecture s'accélère et devient constant, quelle que soit la longueur du mot, entre 3 et 8 lettres. L'enfant peut alors se concentrer sur le sens du texte.